Alors pour la partie front-end, donc la même chose. Donc je vais devoir créer c'est en ligne de commande. Je vais créer un projet. Alors je vais créer un dossier que je vais appeler front-end. Hop. Front-end. Hop. C'est si vous voulez, le dossier dans lequel je vais mettre, je vais créer mes applications front-end. Il y aura la partie, le partie web, il y aura la partie mobile. Donc, dans cette partie-là. Alors, ici, donc, pour générer, d'abord pour les versions. Il faut faire attention parce que là, Angular, c'est Node.js, c'est quelque chose qui évolue assez rapidement. Il y a beaucoup de versions. Alors, je vais voir juste npm version que j'utilise ici. Bon, là, je suis donc, c'est npm version 6. Angular, ng. La version de Angular, si vous voulez, Angular CLI que j'utilise. Donc, vous voyez, donc ça, c'est la dernière version. La dernière version. Aujourd'hui, c'est la version 7. Quelque chose, 7.1, je crois. Alors, quoi d'autre? Git aussi. C'est la version 2.15. Alors, en tout cas, alors je vais générer une application Angular, donc c'est ng new l'application. Alors l'application, on va l'appeler donc catalogue web app. Ça, c'est notre projet. Là, dans la version 7, il vous demande est-ce que vous voulez générer un fichier de gestion des routes. Vous dites oui, c'est important, de toute façon on en aura besoin toujours. Yes. Vous voulez utiliser donc CSS, oui, au lieu de SCSS ou les autres. Bon, j'utilise par défaut CSS. Donc il génère l'application et comme d'habitude, donc comme c'est un projet donc Node.js, il y a le fichier package.json, il y a des dépendances. Il faut prendre le temps il faut attendre le temps qu'il télécharge l'ensemble des dépendances dans notre module. Ça va faire. Ça va mieux? Mieux que hier? Non? Non? C'est pire. C'est presque terminé. Voilà. Alors donc j'ai créé mon projet. Bon, je vais l'ouvrir avec toujours IntelliJ. Donc je regarde un peu l'application. En fait, IntelliJ pour moi parce que j'ai utilisé donc IntelliJ pour la partie backend. Mais si si vous utilisez un autre IDE, donc principalement, vous pouvez utiliser WebStorm comme d'habitude. Vous pouvez utiliser donc Visual Studio Code et vous pouvez utiliser d'autres IDE. En tout cas, donc, si vous avez cette version IntelliJ Ultimate, donc, vous pouvez l'utiliser aussi bien pour la partie backend que pour la partie front-end, ce qui est pour moi un avantage.
Bon, j'ouvre le projet. Donc, Open. Alors, en principe, dans le dossier utilisateur, je devrais avoir, comment on appelait le dossier? Front. Voilà, Front-end App. Mon projet s'appelle Catalogue Web App. Alors, je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Alors, c'est ça le projet. Ben, il faut patienter au début. Donc, IntelliJ WebStorm, ils sont vraiment très puissants, mais il faut attendre qu'il indexe l'ensemble du contenu de votre... indexer le contenu, il y a beaucoup de fichiers, donc il faut patienter au départ. Bien, alors donc en attendant, donc, vous voyez donc l'application, donc je vous rappelle que pour une application Angular, donc vous avez principalement par défaut un composant principal qui va démarrer, c'est App Component. Et ce App Component là, en principe, donc il vous affiche une page par défaut. Alors c'est donc cette page par défaut qu'on va utiliser pour nous. Donc on va mettre une page template, c'est-à-dire on va utiliser donc par la suite un menu. On va essayer de faire quelque chose de plus simple. C'est juste pour question de temps. Alors voilà, donc je suis donc sur mon terminal. Si vous voulez faire un premier test, vous utilisez ng serve. Alors vous démarrez le serveur local pour tester la partie front-end. La même chose, vous me rappelez à la fin, on va faire un ng build prod, on génère l'application. Et la même chose, l'application front-end, on va essayer de la mettre quelque part. On peut la mettre avec la même application de la partie back-end, donc je vais vous montrer comment le faire. Mais généralement, donc, vous pouvez la faire d'une manière séparée, vous la déployez dans un autre serveur web qui peut être différent du serveur qui héberge la partie back-end. Voilà, alors pour tester, partie front-end, c'est localhost 4200. Bon, vous allez avoir donc la traditionnelle page de... Voilà, welcome. Alors c'est donc dans cette page-là, donc on va essayer dans cette page, on va mettre, on va dire, mettre une page template dans laquelle on va avoir des menus. Pour cela, donc, ce que je vais faire, donc, pour créer un menu, donc, vous pouvez chercher rapidement. Donc, je vais chercher quelque chose de plus simple sur barre menu Bootstrap. Alors, si vous êtes sur barre menu Bootstrap, je prends par exemple cet exemple-là sur www.w3schools.com. Vous avez quelques exemples, voilà, les exemples de barre de menu. Je vais utiliser un exemple dans lequel il y a un petit... Ça, c'est un autre exemple. Voilà, par exemple, celui-là. Donc, vous avez link 1, link 2, et après, vous avez ici un petit menu dans lequel on va essayer d'ajouter les autres fonctionnalités. Je prends ça. Oui. Allez-y. CTRL-C. Alors, je supprime tout ça. CTRL-V. Alors, vous avez une barre de navigation.
Alors pour vous, donc ça c'est ça c'est le logo. Avec pas de href. Les href, on va les supprimer après. Donc ça c'est une barre de navigation. Donc pour link 1, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre home par exemple. Alors pour home, donc on va y revenir tout à l'heure donc sur ça. Ça on va mettre par exemple login, tout ça on va le mettre à la fin. Ici j'ai un menu que je vais appeler admin. Mais ça, dans ce menu-là, donc je vais mettre juste, par exemple, gestion des catégories. Gestion des produits. Et gestion des utilisateurs. Et après, pour login. Alors, login, je vais le mettre... bon, si vous le laissez comme ça, vous allez avoir quelque chose comme ça. Au départ, qui ne va pas marcher, hein, parce qu'il vous faut jQuery, n'est-ce pas? Tout à fait, vous savez maintenant ce qui vous attend. Exactement. Ben, il nous faut Bootstrap, vous voyez, donc tout ça, donc il nous faut Bootstrap et jQuery, si vous voulez que ça marche. Donc d'abord, pour l'utilisation de Bootstrap, donc je vous rappelle, pour mettre en place Bootstrap, il faut l'installer avec npm install save c'est Bootstrap. La version 3, Bootstrap, je n'ai pas la version 4 pour moi. J'ai également besoin de jQuery. npm install jQuery, la version 3. Voilà. Alors pour intégrer donc Bootstrap et jQuery dans votre application, donc on va les ajouter dans le fichier angular.json. Bootstrap, elle est là. Vous voyez list css bootstrap.css et la même chose pour jQuery. Alors donc pour jQuery, donc J, elle est là. La même chose, donc on aura besoin de dist jQuery.js. Alors maintenant pour intégrer Bootstrap, on va utiliser notre fichier angular.json et vous cherchez styles. C'est ça. Alors dans les styles, je vais ajouter notre module. Alors notre module avec notre... Donc on est bien dans le dossier de l'application, voilà, notre module /bootstrap /dist /css /bootstrap.css. Ça c'est le premier. Quoi? Dist. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est pas list, dist. Voilà, regarde. Bootstrap, la distribution, si vous voulez. Alors,
ici, donc, déjà, si je reviens, bon, c'est quand vous changez ça, il faut normalement modifier, juste voir un peu l'effet des choses. Alors, ça, c'est intégrer Bootstrap. Donc, vous regardez d'abord si Bootstrap, il est bien intégré. Je redémarre parce qu'en fait, quand vous changez le fichier Angular JSON, donc, il faut redémarrer le serveur. Il faut refaire le build. OK. Alors, nous avons quelque chose qui a l'air de marcher, qui a l'air de marcher, mais il y a quelque chose qui cloche. Alors, ici, donc, alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est juste un problème. Déjà. Alors, pourquoi ça toujours c'est pas ce qu'il faut, n'est-ce pas? Bah, il vous faut donc deux scripts pour que votre template puisse fonctionner. D'abord, il vous faut Bootstrap. Donc, dans la partie script, toujours la même chose. Donc, vous allez intégrer node module / bootstrap /dis toujours /js ici, et il vous faut le fichier bootstrap.js. Mais le problème, c'est que bootstrap.js lui-même, il a besoin de jQuery. Voilà, c'est pour cela que vous avez besoin de jQuery, donc il faut ajouter la même chose ici. Donc notre module Bootstrap, c'est jQuery. Alors jQuery en premier lieu. Hein? jQuery en premier lieu, c'est important. Parce qu'en fait, lui, il prend le contenu de tous ces scripts, il va les archiver dans un seul script. Il fait une compression, et du coup, donc, c'est parfois inutile. Alors, ici, donc, c'est jQuery. Alors, sur jQuery, donc, vous avez le chemin, c'est toujours dist-jQuery.js. Dist-jQuery.js. Donc, jQuery dist-jQuery.js. Alors, je reviens à la template. Est-ce que j'ai pas supprimé quelque chose de rien de grave? Donc là, vous avez donc navbar, voilà, link. OK. Encore démarrer. Non, il y a un petit souci. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, ça devrait, en tout cas, la partie Bootstrap, ça devrait marcher. Non. Alors, je reviens sur ça. Il y a quelque chose que j'ai copié. Ça, c'est bien ça. Alors, généralement, si vous voulez voir, c'est-à-dire votre template, il dépend de quoi, vous mettez essayer. Alors, vous voyez bien, donc là, vous avez donc votre template, normalement, ça devrait marcher. Et après, en même temps, vous voyez donc que vous avez besoin de bootstrap.css, jQuery et... Donc ça, c'est la version 4, effectivement. Alors là, donc, on a pris une mauvaise version de template, tout à fait. Oui.
Alors, HTML de la version 4. Alors, ici, donc, je vais barre menu, Bootstrap. C'est la version 3, je crois. Oui, c'est la version 3. Voilà. Alors, je prends cet exemple-là. Effectivement, donc ça c'est, il faut utiliser donc la version 3. Alors ici donc ça c'est pour, ça c'est le logo si vous voulez, catalogue. Donc là c'est home, on va le garder. Ça c'est page 1, c'est un simple lien. Donc ça c'est, voilà, donc ça c'est quoi? C'est admin. Gestion des catégories, gestion des produits et gestion des utilisateurs. Et après pour login, on va faire quelque chose d'autre. Alors je reviens sur ma page en principe. Voilà. Alors ici donc j'ai Home, j'ai la gestion des utilisateurs. En tout cas donc ça c'est la page template. Alors pour login je vais le mettre, mais je vais le mettre à droite. Pour cela donc je vais utiliser encore UL. Même chose LI. Vous voulez, je vais utiliser la même chose. Navbar. Classe. C'est nav, navbar nav, bar nav, li. Je vais utiliser pull right, c'est-à-dire je le mets à droite. Ici donc li. Ça c'est login. Après on va essayer de gérer ça. Voilà, ici. Comme c'est un lien, même chose. Après on va utiliser donc clic, machin. Alors on va essayer donc de gérer ça. Donc bref, donc ça c'est la première page template qui va s'afficher. Alors il y aura forcément donc ce menu là admin, il ne devrait pas apparaître si on n'est pas authentifié. Donc ce qui fait que après donc on va gérer donc la partie authentification. Pour accéder à la gestion des catégories des produits et des utilisateurs, il faut d'abord être authentifié. Mais avant de faire la partie authentification, on va essayer donc d'afficher notre catalogue de produits. Ce que je vais faire, donc je vais afficher d'abord la liste des catégories et je vais afficher la liste des produits. Alors comme ça ne nécessite pas une authentification, je vais commencer par cette partie-là. Alors pour cela, donc nous allons générer des composants. Alors quels sont les composants qu'on va générer? Alors pour générer un composant, c'est ng generate component. Catégorie. J'ai besoin de générer un composant qui va afficher les produits. Produits. Et j'ai besoin d'un service. Donc le service, en fait, j'ai besoin d'un service pour la gestion de l'authentification. Donc ng generate service authentification service, authentication service.
J'ai besoin, bon, pour séparer, donc je vais créer un service pour gérer les produits, c'est-à-dire gérer le catalogue. Donc un service d'authentification et un service pour gérer les catalogues. Donc c'est pareil, générer service, catalogue, service, catalogue, service. Voilà, alors ça c'est les composants dont j'aurai besoin. Alors d'abord pour utiliser donc le service HTTP, tout ça je le fais. Alors pour utiliser donc le service, donc notre service il est là, catalogue service, catalogue. Bon, si vous voulez, on va quand même faire quelque chose d'abord. Bon, voilà, donc j'ai catégorie, j'ai produit, ok? Alors ce que je vais faire, donc je vais au niveau de la page template. Alors dans la page template, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer un div. Classe, utiliser container, dans lequel je vais utiliser un div classe call md2, c'est-à-dire 2 colonnes pour les catégories. Et vous voyez donc le composant catégorie component. Si vous regardez, donc, je rappelle, donc pour insérer le composant catégorie component, vous utilisez le selector app catégorie. Donc ici, donc je vais le mettre directement ici. Pour cela, je vais utiliser la balise app catégorie. Donc ça, je vais mettre les catégories à gauche et je vais créer un autre div classe call md10 par exemple. 10, 8, 9. Et dans lequel je vais mettre les produits. Et pour le moment, les produits que je vais afficher donc alors si vous mettez app produit, mais en principe, quand je clique sur une catégorie, je vais afficher les produits de cette catégorie. Donc je le laisse. Mais ici, qu'est-ce que je vais mettre? Donc je vais mettre, voilà, je vais mettre router outlet. Bon, outlet, c'est-à-dire que c'est là où je vais mettre les autres composants en fonction des différentes routes que je vais utiliser dans mon application. Donc, c'est-à-dire c'est la partie qui va changer dans notre template, si vous voulez. Enregistrer. Alors, qu'est-ce que je vais voir? Donc, en principe, on devrait voir ici à gauche, voilà. Ça, c'est catégorie, donc à gauche. Mais là, c'est vide. Alors, maintenant, ce que je vais afficher, donc, ce que je vais faire, je vais afficher la liste des catégories. Alors, pour cela, je vais aller d'abord pour utiliser le service HTTP parce que j'ai besoin d'envoyer une requête HTTP vers le serveur. Pour cela, donc, je dois changer d'abord au niveau du module, le module, app module. Il faut importer le module HTTP client module. Ça, c'est nécessaire. Et au niveau de notre service, catalogue service, je vais injecter le service HTTP de type HTTP client. Voilà. HTTP client. C'est pas le bon. HTTP client. Voilà. Ouais, normalement, il n'y a pas de problème, mais je vous rappelle que le problème des exigences de TypeScript, la version qu'on utilise, il faut mettre espace, il faut mettre espace ici, si vous voulez qu'elle accepte tout ça. Alors, si vous voulez supprimer ces exigences-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vers tslint.json et vous supprimez ces règles que vous voyez là. Donc là, toutes ces règles-là, je vais les supprimer, c'est-à-dire je ne vais
je ne vais pas utiliser d'autres règles supplémentaires pour contrôler donc, la syntaxe de mon code de TypeScript. Alors comme ça, donc, dans le catalogue, j'étais où? Dans le catalogue service. Bon, là, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez maintenant, vous n'êtes pas obligé de mettre ces espaces-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais, en fait, j'ai besoin de créer une méthode qui permet de retourner toutes les catégories. Donc, je vais afficher toutes les catégories. Donc, je vais get all categories. Qu'est-ce que je vais faire? C'est return http.get. Directement l'URL. 10.http. C'est 10.http.get. Alors l'URL, donc je vais définir ici une variable que je vais appeler host du type string. Alors pour moi le host du service où se trouve la gestion des catégories du catalogue, c'est HTTP pour le moment. Il se trouve en localhost. Quel port? 8087. Voilà. C'est le host. Donc ici, donc, je vais utiliser donc c'est 10.host plus / categories. Bon, ça c'est la gestion des catégories. Bon, après, j'ai également besoin des produits d'une catégorie, n'est-ce pas? Alors, tout ça, on va voir qu'on peut le gérer d'une manière, si vous voulez, d'une manière relativement plus simple. Alors pour le moment, on va regarder cette catégorie. Alors maintenant, les catégories. Catégorie.ts. Alors ici, donc, dans catégorie, j'ai besoin du service. Catalogue service de type catalogue service. Ici, donc, je veux que au moment de l'initialisation, au chargement, je vais récupérer la liste des catégories. Alors pour cela, donc, je vais déclarer la liste des catégories, un attribut, et après, je vais utiliser list.catalogueservice.getAll categories.subscribe data. Une fois que je reçois les données, je vais les mettre dans l'attribut categories égale data. Bon. J'appelle le service qui va envoyer la requête. Dès que la réponse arrive, donc je vais la stocker donc, dans cette liste-là. S'il y a les erreurs, pour le moment, je vais faire quelque chose de plus simple, console.log error. Alors maintenant, dans la partie HTML ici, dans la liste des catégories, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser une liste UL, LI, et je fais une boucle, une GFOR. Pour chaque catégorie, let's say of categories. Alors qu'est-ce que je vais afficher sous forme d'un lien? Pour le moment, je vais afficher c'est c.name. J'ai besoin de récupérer que le nom de la catégorie. Alors je vais utiliser ici donc la classe listGroup. Et ici je vais utiliser listGroup item. Classe listGroup item. Alors, on va voir ce qui se passe. Alors, il n'y a rien qui est affiché. On va regarder dans les outils de développement. Regardez la console. Il y a un petit problème. Il nous dit que ce n'est pas une fonction. Get all categories, ce n'est pas une fonction. Oui, c'est ici. Alors, qu'est-ce que j'ai ici dans le service? Catalogue service. Get all. Alors parfois ce qui arrive c'est que il faut enregistrer, quand vous enregistrez, il faut s'assurer qu'il a recompilé. Bon là le service il est là, il n'y a pas de souci.
Qu'est-ce que je devrais faire? Alors, je reviens vers le component. Bon, déjà ici, c'est majuscule. Donc, ça doit être juste un problème de... Voilà. C'est juste un problème de compilation. Donc, elle recompile, il faut s'assurer. En principe, ng4. Maintenant, c'est un problème. Donc, en principe, ce n'est plus la même chose. Alors, en fait, ce qui se passe, ça, c'est des problèmes qu'on va rencontrer. Vous avez catégorie, c'est... On n'a pas initialisé sa valeur par défaut, c'est undefined. Il n'est pas défini. Alors, et dès le départ, dans votre catalogue, vous commencez à afficher les catégories alors qu'ils ne sont pas encore chargés. Donc, ce que vous faites généralement pour éviter ce problème, c'est dans la liste, vous mettez ngIf. C'est-à-dire que cette liste-là, je ne vais l'afficher que si catégorie est chargée. S'il est différent de undefined, si vous voulez. Alors, ng4. Ah, en fait, tout se passe bien. En fait, j'étais un peu allé plus rapidement. Si vous regardez dans votre network, donc on voit bien la liste des catégories qui sont chargées. C'est là, liste des catégories. Mais en fait, on ne va pas parcourir la liste des catégories. Comme on utilise Spring Data REST, vous voyez donc qu'il faut aller vers embedded, il faut aller vers catégorie. Donc, c'est-à-dire que la liste des catégories, donc il faut encore parcourir. Ici, donc c'est categories.embedded.categories. C'est normal parce que notre API REST, il est comme ça. Donc, je reviens à la liste des catégories, vous voyez. Donc, le résultat, qu'est-ce qu'il y a? Il y a embedded. Et à l'intérieur de embedded, vous avez catégorie. C'est là où vous avez la liste. Alors, en principe, ici, donc, je vois la liste des catégories qui sont affichées à ce niveau-là. Alors, j'ai la liste des catégories. Maintenant, je voudrais qu'une fois que je clique sur la catégorie, j'affiche les produits. Mais après, donc, je vais arranger le design et tout ce qu'il faut. Alors, d'abord, au niveau de app component HTML, je ne vais pas utiliser container, donc je vais utiliser juste row. Une ligne. Juste pour éviter ce décalage que j'ai ici. Vous voyez? C'est un peu fait pour... Alors, j'ai la liste des catégories. Maintenant, ici dans app catégorie component.ts, dans la liste des catégories, je vais afficher ça sous forme d'un lien, comme ça, et je vais faire clic. Une fois que je clique sur la catégorie, je vais appeler une méthode que je vais appeler onGetProducts. Et qu'est-ce que je lui donne comme paramètre là? La catégorie. D'accord? Alors maintenant, je vais créer cette méthode-là. Ici. Alors, onGetProduct, la catégorie, ça c'est la catégorie C. Bah, si vous voulez, on va faire quelque chose de plus simple. Console.log 4 d'abord. On va regarder ce qui se passe. Alors, outil de développement. Regardez la console. Quand je clique sur la catégorie, je vois bien, j'affiche la catégorie, n'est-ce pas? Mais regardez bien, quand vous regardez sur la catégorie, vous avez un attribut qui s'appelle links. Parce que ça, c'est l'avantage de Spring Data REST. Dans links, qu'est-ce que vous avez? Vous avez products. Donc maintenant, si vous voulez avoir les produits de cette catégorie, alors qu'est-ce que vous voyez? Donc products, vous avez href. Et qu'est-ce que vous avez dans href? C'est donc pratiquement, à partir d'une catégorie, si j'ai la catégorie, je peux toujours connaître quel est le lien qui va me permettre de récupérer les produits en relation avec cette catégorie. Sinon, il faudrait se débrouiller pour récupérer le ID de la catégorie.
Hein? Parce que le ID de la catégorie, après vous remontez l'URL. Or, dans notre cas, le ID de la catégorie n'est pas généré, c'est-à-dire il n'est pas exposé. Donc ici, on ne va pas le... Comme quoi, généralement, vous n'avez pas besoin d'exposer les ID si vous utilisez Spring Data REST. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans chaque ressource, vous trouverez toujours le lien. En fait, vous trouverez tout ce qu'il faut pour pouvoir récupérer, si vous voulez, les informations sur cette ressource-là. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais mettre console.log, quoi? Links, point, quoi? Products, point, href. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Si je clique, regardez, il s'agit directement de l'URL qui me permet de récupérer les produits de cette catégorie. Alors, ce qui fait que pour récupérer la liste des produits, je reviens vers le service. Vers mon service, catalogue service. Ici, catalogue service. Catalogue service. Ben, je vais créer une méthode que je vais appeler. Et d'ailleurs, en principe, donc, si vous voulez, je vais créer une méthode que je vais appeler getResource quelconque. Je lui donne l'URL et il va me retourner 10.http.get_URL. Alors ça c'est important, pourquoi? Parce que ici cette méthode getResource, je vais l'utiliser à chaque fois que je veux envoyer une requête avec get. J'appelle getResource. Il suffit de lui donner l'URL et il me retourne le résultat. Donc ça va m'éviter à chaque fois de créer beaucoup de méthodes quand vous gérez plusieurs entités. Et la même chose en principe, tout à l'heure on va créer une méthode post-ressource, put ressource, delete ressource. N'est-ce pas? Pour le moment je vais utiliser getResource. Donc je vais utiliser cette méthode-là, mais pour moi je vais l'utiliser maintenant pour récupérer les produits. Alors ici donc qu'est-ce que je vais faire? Ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser 10.catalogue service .getResource et je lui donne l'URL. C'est quoi l'URL? C'est la catégorie product href. Et après, je vais utiliser .subscribe, la même chose. Une fois que j'ai le résultat, je vais stocker le résultat dans une liste que je vais appeler cette fois-ci products. C'est bon? Mais en fait, c'est pas ce que je veux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la récupération de la gestion des produits, je ne vais pas le mettre dans le composant catégorie. Je vais le mettre dans le composant produit. Alors, et du coup, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Je vais supprimer ça. Je supprime ça. Et qu'est-ce que je dois faire? Mais par contre, j'ai supprimé quelque chose que je ne devrais pas supprimer, c'est on. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai besoin de ça, je ne vais pas faire ça ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc, quand je clique sur Get Product, je vais afficher je vais maintenant aller vers les produits. Mais les produits, est-ce que je vais les afficher? Je vais les afficher. Je vais les afficher là, n'est-ce pas? Enfin, je suis toujours dans ça, c'est quel composant, ça? C'est App Component, n'est-ce pas? Alors, je vais d'abord définir les routes dont j'aurai besoin. Alors, vous trouverez qu'il vous génère un fichier qui s'appelle approutine.module. C'est important. Alors, ici, donc, quelles sont les routes dont j'aurai besoin? D'abord, j'ai besoin d'une route que je vais appeler Products. Je vais afficher les produits.
Donc la route c'est path, deux points, c'est products. Et quel est le composant associé? C'est products component. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si je suis maintenant, j'ai une route qui s'appelle product et qui permet de récupérer les composants d'un produit. En fait, qui est associé au composant products component. Ça veut dire que dans catégorie component ici, une fois que je clique sur les produits, donc je vais afficher les produits. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai besoin d'injecter donc l'objet route pour gérer les routes. Router, si vous voulez, router. Ici. Alors pour aller vers une autre route, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser 10.router.navigate by URL. Et c'est quoi l'URL? C'est tout simplement slash products. Ça veut dire je lui demande quand je clique sur la catégorie, affiche-moi la route product. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là quand je clique là-dessus? Hop, j'ai quelque chose, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous voyez là? Vous avez slash product. Mais moi en fait c'est pas ce que je veux. Pourquoi? Parce que quand j'appelle product, la route, il faut que je lui envoie la catégorie sur laquelle j'ai cliqué. Alors pour cela, je vais changer ma route ici au niveau de voilà, routine module. Donc ma route ça va s'écrire product de point slash, plutôt c'est de point slash de point ID. C'est bien ça. Alors ici donc je vais l'appeler, c'est catégorie, catégorie. Si vous voulez, vous pouvez l'appeler ID 4. Alors product. Moi ce que je vais envoyer en fait, c'est je ne vais pas lui envoyer le ID de la catégorie. Ben, je lui envoie carrément quelle est l'URL qui va être utilisée pour récupérer les produits. Donc, ça c'est un paramètre, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais envoyer comme paramètre ici dans catégorie? .component.ts. Ici, donc normalement il faut mettre slash product slash quoi? Slash En fait, ici je ne peux pas envoyer le ID. Pourquoi? Parce que dans C, je n'ai pas le ID, il n'est pas exposé. Ben, je peux me débrouiller pour l'avoir si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Alors que normalement il faut lui ajouter là plus. Carrément, je lui envoie le paramètre. Et pour moi, le paramètre, c'est quoi? C'est catégorie point links. Alors, let URL égale à quoi? C'est 4 point. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est links point products point href. N'est-ce pas? Et après, vous mettez ici plus l'URL. Mais ça, c'est pas bien. Pourquoi? Si vous le laissez comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous voyez, donc HTTP, mais c'est pas complété. Pourquoi? Parce que vous savez que dans l'URL, je ne peux pas envoyer n'importe quel caractère. N'est-ce pas? Les slash, les trucs. Donc, comment envoyer? Prenez cette URL, vous voulez la mettre sous forme d'une chaîne de caractères. Ben, à nouveau, on va utiliser donc base 64 URL. Donc avec TypeScript, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre ici, au lieu de mettre l'URL, je vais mettre, il y a une fonction qui se trouve dans TypeScript qui s'appelle BT. Donc ça permet de convertir ça en une chaîne de caractères base 64 URL. C'est quoi de quoi c'est de l'URL? Donc ça,
si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir quelque chose d'intéressant. Quand vous cliquez sur ça, qu'est-ce que vous voyez là? Ça, c'est quelque chose, c'est une chaîne de caractères, mais encodée en base 64 URL. Mais en réalité, moi, c'est quoi ça? Normalement, ça, c'est l'URL qui devrait permettre de récupérer la liste des produits. Alors, si vous cliquez ici, ça va changer, n'est-ce pas? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de produits? Qu'est-ce qu'on va faire dans Product? Maintenant, je suis dans Product. Alors dans Product, j'ai besoin d'abord du service, ça c'est clair. HTTP, plutôt, comment il s'appelle déjà? Catalogue service. Donc, catalogue service. J'ai besoin d'avoir les informations sur la route actuelle. Hein, n'est-ce pas? Parce que j'ai besoin de récupérer le paramètre envoyé via cette route. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser un objet route. C'est la route de type activated route. En fait, activated route, si vous voulez, c'est un service qui permet d'injecter la route qui est actuellement activée. Donc, c'est-à-dire que ce que vous avez dans l'URL. Alors, si vous voulez maintenant, on va ici. Donc, si vous faites ça, console.log 10.route, vous pouvez avoir des informations sur l'objet que vous récupérez de la route qui est spécifiée. Alors, à nouveau, donc j'ai besoin de faire ça. Alors, je clique sur... Alors, je vais charger. Alors, product cannot... Voilà. Alors regardez, donc la route qui est l'objet route, qu'est-ce qu'il contient? Il contient pas mal d'informations. Parmi les informations qui m'intéressent, c'est params. Params. C'est pas value, c'est URL. Alors, value, oui, c'est value. Regardez, je vais un peu changer parce que là j'ai utilisé activated route, mais je peux faire mieux. Au lieu de activated route, je vais utiliser directement route. Je vais injecter le service route. Et le service route, qu'est-ce qu'il contient? Il contient tout ce que je veux. Le paramètre product component. Alors, route. Donc, en principe, c'est une, voilà, c'est mais une erreur qui est inexplicable. Donc, je vais redémarrer. Qu'est-ce que j'ai changé dans tout ça?
Parce que le problème réside à ce niveau-là. Alors, je reviens faire ça. Alors, ici, donc, j'ai catalogue service. Je vais injecter un objet route de type route. Console.log 10. C'est pas 10, bon, c'est le paramètre qui s'appelle route. Ah, il n'accepte pas. Alors pourquoi? Peut-être j'ai un peu perdu. Et catégorie, product. Si. Activated route. Donc j'ai complètement. Donc je ne peux pas injecter la route. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était correct. Donc c'est juste. Alors c'est pas route, c'est activated route, tout à fait. Activated route. Alors maintenant, si je regarde dans activated route, donc je vais regarder un peu des informations qui m'intéressent. Alors qu'est-ce que vous voyez dans activated route? Donc je vois l'URL. Snapshot, exactement. Snapshot, non. Snapshot d'abord, point snapshot, et dans snapshot, vous allez trouver à la fin l'URL. Vous voyez donc l'URL ici. L'URL, donc, c'est comment s'appelle fait l'URL, c'est-à-dire parce qu'en fait le paramètre, on l'avait appelé URL. Bon, au niveau de la route, il s'agit bien de récupérer ce paramètre de la route que vous voyez ici. Quelles sont les routes? Comment il s'appelle le paramètre? URL. Alors, si vous voulez ce paramètre-là, vous pouvez l'appeler prod. N'est-ce pas? Vous pouvez l'appeler URL prods pour ne pas avoir de confusion. URL prods. Alors, dans ce cas-là, si je clique là-dessus, alors qu'est-ce que j'ai? Donc, vous allez vers Snapshot. Snapshot. Et vous allez vers, c'est pas vers URL, vers params. Alors, snapshot. URL. Qu'est-ce que vous voyez là? Si vous avez products, donc ça c'est le path, c'est products. Et après URL, le paramètre. Ici donc nous avons ici la valeur, c'est ce que nous avons. Oui. Alors, bref, donc sur cette partie-là, vous allez récupérer ça, c'est snapshot.params.url. Alors, snapshot.params, elle est là. C'est pas l'URL, c'est URL prods. Donc, directement, snapshot.params. Et quel paramètre qui m'intéresse, c'est URL prods. Et je récupère sa valeur. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Au niveau des produits, donc si vous mettez .snapshot,
point params point, comment l'appeler, URL prods. Alors en réalité, moi maintenant je veux pas l'afficher comme ça, mais je vais maintenant envoyer une requête vers cette URL pour récupérer la liste des produits. Bah, c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais maintenant appeler une méthode getProduct. Je lui donne l'URL. Ici, donc au niveau de, si vous voulez, du constructeur, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler this.getProduct et qu'est-ce que je vais lui donner comme paramètre? L'URL. Donc à nouveau, donc, je vais faire l'URL égale à quoi? Égale à ça. Mais je ne vais pas la garder comme ça, il faut que je fasse l'opération inverse, n'est-ce pas? Base 64 URL décode. Tout à l'heure, c'était base 64 URL encode, maintenant c'est décode. C'est-à-dire, je vais utiliser, cette fois-ci, au lieu de BTOA, je vais utiliser ATOB. ATOB, BTOA, ATOB. Donc ça, c'est deux fonctions JavaScript que vous pouvez utiliser pour encoder, décoder base 64 URL. Et ici, donc, qu'est-ce que je vais lui donner? C'est URL. Si vous voulez bien être sûr de ce que vous faites, si vous faites ça, console.log, vous affichez l'URL. Alors ici, donc, si je regarde maintenant, ce qu'il me faut maintenant, c'est de faire tout simplement, quand je l'appelle, je vais utiliser le service catalogue service.getResource. C'est quelle est la ressource? C'est l'URL. Et je fais .subscribe data. Une fois que je reçois les données, je vais les stocker dans la liste des produits. Je déclare un attribut products. Donc, this.products égale data. S'il y a des erreurs, je vais loguer le contenu de l'erreur. Point virgule. Alors, on va tester, on affiche. Et après, on prend la pause. Alors, donc ici, j'ai la liste des produits. Donc, je clique dessus. Hop. Alors, vous allez voir qu'il y a encore quelque chose qui va me manquer. Encore. Alors, je clique. Alors, vous voyez, donc ça, c'est vous voyez, donc ça, c'est la chaîne décodée. Et là, il est, en fait, encodé, il est décodé. Alors, si je regarde dans Network, je trouve qu'on a déjà envoyé une requête avec post. Et je vois les données. Maintenant, je vais parcourir pour afficher ces données-là au niveau de product.html. Je vais juste créer un div en tableau, table, tr, th. Donc, je vais afficher le nom et le prix. Je fais une boucle, G4. La même chose pour chaque produit, product of products underscore embedded point. Donc embedded point. Point quoi? Point products. Alors TD, qu'est-ce que je vais afficher? C'est p.name et p.price. Bon, j'ai déjà quelque chose, mais je recommence. Alors, je clique sur ordinateur. Bon, j'ai les ordinateurs, bon, P1, P2, P3, P4. Alors, je change juste le style. Ici, donc, c'est table class table.
Alors, table strip it. Et là, je vais, voilà, c'est tout. Alors, je clique sur ordinateur. J'ai ça. Mais regardez bien, il y a un problème maintenant, c'est que si je clique sur imprimante, il n'y a rien qui se passe. Regardez, l'URL change ici. Si vous cliquez, vous voyez bien que l'URL change, n'est-ce pas? Mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, le composant que vous voyez là, une fois qu'il est chargé, en fait, le constructeur s'exécute une seule fois. Quand le composant il est instancié, il ne va pas être instancié à chaque fois. Donc ici, donc, je devrais faire quelque chose qui va dire au composant, tiens, essaye de surveiller l'URL. Dès que l'URL change, parce que s'il s'agit, on appelle toujours le même composant, mais on va lui dire, dès que l'URL change, tu dois réafficher les produits selon la valeur de l'URL. Bon, ça, c'est un peu le principe. Alors, pour faire ça, donc on va faire au niveau du constructeur de notre composant, ici. Donc, on va créer, soi-disant, on va écouter l'URL. Alors, pour cela, donc, on va faire du code comme ça. Donc, c'est router.events.subscribe. On va écrire une souscription vers les événements du routeur. Et à chaque fois qu'il y a un événement qui se produit dans la route, je vais juste, ce qui m'intéresse, c'est voir l'événement qui est une instance de navigation end. Parce qu'en fait, il y a navigation start et navigation end. Start, c'est-à-dire quoi? Avec l'événement navigation start, vous pouvez récupérer les paramètres avant que l'URL change. Et navigation end, donc vous récupérez une fois que les paramètres de l'URL changent. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Donc c'est-à-dire, c'est exactement, c'est add listener. Ça c'est quelque chose qui se fait souvent. Donc c'est router.event.subscribe. Je reprends ici. Voilà. Donc router.events.subscribe. Ici donc event. J'ai un événement. Router. Il faut également injecter le routeur. Router de type router. Virgule. Est-ce que je suis sur route ou bien router? Oui, c'est toujours router, tout à fait. Donc c'est pas route, c'est router.event.subscribe event. Et après juste on va s'intéresser if event instance of navigation. Donc, vous voyez donc vous avez navigation start, navigation end. Okay. Sinon, parce qu'en fait, si vous faites une souscription sur les événements, ça veut dire que à chaque fois qu'il y a un événement qui se produit dans le routeur, ben je capte l'événement. Alors maintenant, ce qui m'intéresse pour le moment, donc c'est navigation end. Donc je récupère, une fois que j'ai un changement, qu'est-ce que je fais? Je récupère l'URL, CTRL X, je fais ça ici. Bon, ça, je ne vais plus afficher. Là, je ne vais plus afficher. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'URL à partir de la route actuelle, activée, et je fais appel à get product. Donc j'appelle et je lui donne l'URL, et l'URL, donc, il va automatiquement charger les produits. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ici, donc, vous réglez le problème. Alors, ici, donc, ça, c'est les catégories, et ça, c'est les produits. Vous voyez bien ici, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, en fait, le composant, il est instancié une seule fois, mais le composant, il souscrit en fait, un abonnement sur l'écouteur de gestion des événements qui se produit dans le routeur. Et dès que la route change, comme vous le voyez là, et là, il n'y a pas de souci. Alors, juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même
on va colorer donc la catégorie actuellement qui est sélectionnée. Et en même temps, on va utiliser donc le curseur de la souris. Donc, je vais faire ça au niveau de catégorie.html. Bon, si vous voulez, donc vous pouvez utiliser donc style cursor pointer. Ça peut faire, on peut faire mieux. Hein. Et en même temps, dans la catégorie, ici, parce que là, en get product, je vais définir un attribut current category. Alors, c'est quoi current category? C'est 10.currentCategory égale à 4. Donc, c'est la catégorie actuelle. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que dans catégorie maintenant HTML, je vais lui dire ngClass, c'est-à-dire je vais appliquer une classe CSS ngClass. Je vais, c'est quoi la condition? Si current category, bon déjà il faut que current category soit undefined, and current category point links. Alors on va exploiter quelque chose d'important sur les catégories. Quand vous consultez une catégorie quelconque, regardez. Alors maintenant je n'ai pas le ID de la catégorie, n'est-ce pas? Mais par contre j'ai quelque chose dans le link, j'ai self href. Donc j'ai l'URL de cette catégorie. Donc si vous voulez comparer deux catégories, vous pouvez les comparer par rapport à cette href. Donc c'est-à-dire on va utiliser link self. OK? Link self. Link self. Link.self égale, c'est-à-dire si cette catégorie égale à C. La même chose, à la catégorie actuelle. Alors dans ce cas-là, si cette condition est vérifiée, qu'est-ce que je vais faire? Point d'interrogation. Je vais appliquer une classe qui s'appelle active. Deux points, je fais rien. Alors la condition que vous ajoutez là, ça va juste donner quelque chose de supplémentaire. Ici. Alors ici donc, quand je clique, bon, là c'est pas bien. Pourquoi? Parce que là on utilise la couleur, la couleur n'est pas bonne. Alors c'est pour cela ce que je vais faire pour terminer cette partie-là et je vous laisse prendre la pause. Je crois que vous êtes... hein? Vous rigolez. Alors, je ne vais pas utiliser A ici. Il n'y a pas de A. Je vais utiliser tout ça. CTRL X. Je le mets sur LI. Je ne vais pas utiliser A, pas de lien. Parce que tout, je le fais sur LI. Là, ça va faire quelque chose de peut-être de plus intéressant. Oui, ça c'est mieux. Pour le moment, les livres, il n'y a pas de produit dans la catégorie livres. N'est-ce pas? C'est exprès que je vous ai donné cette solution, comme ça, en utilisant donc la gestion du route. Pourquoi? Parce que là, globalement, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a une autre solution. On peut utiliser donc, le TP que je vous ai donné la dernière fois, si vous vous rappelez, étudiant formation. On a fait la même chose, mais d'une manière relativement plus simple, n'est-ce pas? Donc, on utilise dans le même composant, on peut faire les choses autrement. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'exposer les ID. Tout à l'heure, après la pause, donc, je vais vous montrer comment faire la même chose, mais sans passer par cette technique-là.
Mais l'avantage de ces techniques de passer par les routes, c'est quoi? Regardez bien. C'est quand vous naviguez, vous pouvez passer sur l'historique. Regardez. C'est toujours... pourquoi? Parce que si à chaque fois vous allez vers le composant avec une route, vous laissez donc en quelque sorte au niveau de l'historique de votre application, l'utilisateur, il peut toujours naviguer entre les différentes pages qu'il a affichées. Ça se passe toujours côté front-end, mais c'est comme ça. Bon, après la pause, donc, je vais passer à la partie authentification parce que là, jusqu'à présent, donc, on n'a presque pas ajouté grand-chose par rapport à ce qu'on connaissait déjà. Mais quand même, la gestion des routes, créer un listener sur les routes, c'est quelque chose dont vous aurez toujours besoin dans vos applications. Bon, c'est l'occasion peut-être de voir comment l'utiliser.